Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Très Salut Adrien. Salut Mickaël. Bienvenue pour l'épisode numéro 1 du raisin et des papilles. Nous allons aujourd'hui vous présenter un jeune vigneron. Moi, je le qualifie un peu de panoramix alsacien, parce que panoramix c'est un druide et il n'est pas très chimiste. Un artiste libre aimant sa terre et défendant les valeurs de l'Alsace. C'est Florian Beck-Hartweg qui est à Dambar-la-Ville. Donc on va vous le présenter. Bonjour Florian. Bonjour à tous. Alors, avant de parler de l'épisode numéro 1 et d'aller dans le vif du sujet, je vais revenir un petit peu sur l'épisode 0 qui était pour nous en pilote. C'était un épisode qu'on a voulu faire tout simplement pour des essais de son, etc. Il a été bien reçu. Les podcasteurs alors, de bière, de vin ont apprécié ça. On a eu pas mal de messages positifs. On a eu aussi des messages un peu moins positifs, mais toujours constructifs. Donc c'est très bien. On a eu pas mal d'écoutes et ça m'a un petit peu excité quand j'ai vu les pays qui nous ont écoutés. J'ai été enthousiaste parce que je m'y attendais pas. En fait, on a eu des écoutes au Brésil. Donc l'idée, c'était vraiment, c'est vraiment ça qui permet en fait aux vins alsaciens aussi, et c'est là où je suis assez fier, c'est que finalement ce podcast, on va le faire sur les vins alsaciens, et ça va nous permettre de toucher des gens d'origine totalement différente. Pour avoir parlé à Binous USA par exemple, eux ils sont maintenant écoutés en Inde, donc ils se sont rendus compte qu'en Inde ils buvaient de la bière, donc c'est bien. Et apparemment ils ont même trouvé des brasseurs indépendants qui faisaient de la bière. Et ça permet en fait finalement aux vins d'Alsace de voyager un peu partout. Alors il le fait déjà, mais il y a certainement des gens qui vont nous découvrir ou qui vont découvrir Florian ici dans le petit village de Dambar qui va être écouté, je sais pas, à New York, à Rio de Janeiro. C'est magnifique, non? Donc voilà, donc c'était un petit peu pour voir le retour qu'on a eu qui était très positif. Alors, il y a des vignerons qu'on a tous croisés qui nous ont marqués et moi, Florian, c'est l'un des vignerons qui m'a le plus marqué. À chaque fois que je faisais quelque chose, il a toujours été dans mon évolution et dans ma progression. C'est pour ça que cet épisode numéro 1, je voulais le faire avec toi. Merci. Pour moi, c'était important de t'avoir parce que tu es un peu cet emblème des jeunes vignerons alsaciens aujourd'hui. Je parle de toi comme un auteur, en fait. Tu es très créatif et j'avais envie qu'on parle de toi. Alors, c'est vrai qu'on te voit, tu es relativement présent dans la région, etc. et même ailleurs. J'ai vu un peu sur le site internet que tu es distribué un peu partout en France, donc bien distribué, et que l'idée, c'était vraiment que les gens apprennent à te connaître un petit peu mieux. Du coup, moi, ce que je voudrais un peu, c'est qu'en préambule, que tu te présentes tout simplement. Qui es-tu? D'où vient ton vignoble? Du coup, j'ai vu sur le site internet qu'il y avait 16 générations. Tout à fait, on est vignerons en famille depuis 1524, toujours dans le même village, à Dambar-la-Ville, depuis cette époque-là. Donc voilà, c'est effectivement la suite d'une longue tradition, quoi. Ouais. 16e siècle, c'est ça? Oui. Donc il n'y a jamais eu un arrêt entre les générations? Non, tout le monde toujours de père en continué fils. dans cette activité viticole. Ouais. D'accord. Et tu peux nous parler un peu de l'histoire de ton domaine, du coup? Oui, donc actuellement je travaille avec ma femme Mathilde, donc on fait tous les deux l'ensemble des travaux, à la vigne, les vins, etc. On travaille sur 8 hectares des vignes, donc un domaine à taille humaine. C'est important pour nous d'être nous-mêmes présents à la vigne, à la cave, pour être au contact des éléments de la nature, de nos terroirs, de nos vignes, et pour pouvoir toujours continuer à observer, à adapter nos pratiques. On travaille en culture bio depuis 2008, et une grande partie de notre surface est située sur le Grand Cru Frankenstein, donc on cultive 2 hectares sur le Grand Cru Frankenstein, plus d'autres terroirs, et c'est ce qui nous passionne de travailler vraiment les expressions des lieux, de chaque terroir, les identités distinctes, les originalités, les personnalités de chaque parcelle. D'accord. Du coup, quelle était ta première cuvée à toi? T'as repris le domaine à partir de quand? Alors, officiellement, j'ai commencé en 2009, sachant que j'ai donné un coup de main à mes parents depuis toujours, j'ai envie de dire. J'ai baigné dedans depuis tout petit. Donc voilà, on continue à travailler globalement les mêmes terroirs, donc les mêmes vins, mais avec des visions différentes, des façons différentes de les exprimer. Et on a ajouté quelques nouveaux terroirs aussi à notre gamme.
Donc la première cuvée que j'ai sortie, c'était le Pinot Noir sur le Grand Cru Frankenstein, qui à l'époque n'était pas vinifié à part, était assemblé au Pinot Noir d'Ambar-la-Ville, le Pinot Noir Village. Et on trouvait depuis toujours que cette parcelle avait une originalité, un caractère différent, et que le Pinot Noir était un très beau cépage aussi pour exprimer la personnalité du Grand Cru Frankenstein. Et du coup, en 2007, donc 2 ans avant mon installation officielle, j'ai décidé de vinifier ce vin à part, et voilà, c'était la première nouveauté que j'ai apportée, quoi. D'accord. Et quelle est ta philosophie en tant que vigneron? C'est quoi ta vision? Alors comme dit, c'est avant tout le respect de ces expressions de terroir et qui amène à des choses très larges finalement, puisque ça veut dire que c'est se passer de produits qui seraient standardisants au niveau du travail de cave et de vigne aussi. Et donc ça amène sur une complémentarité avec le sujet de l'écologie, du respect du vivant, du respect des terroirs. Donc c'est vraiment ça l'idée, avoir des sols bien vivants, en bonne santé, préservés au niveau de la biodiversité. Et donc toujours ce double objectif, la partie expression du terroir de vin et la partie environnementale, quoi. Comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution, enfin, tout ce qui est biodynamie, vin nature, on en parle de plus en plus. Alors, c'est vrai que les gens, le consommateur est parfois un peu perdu entre ce qui est conventionnel, vin bio, biodynamie, nature. Comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution, en fait, de tout ça? Ça fait 10 ans que tu as repris. Est-ce que ça fait 10 ans que l'évolution existe ou est-ce que... comment tu l'aperçois? C'est sûr que ça fait assez longtemps que ça évolue. On a la chance d'être dans une région pionnière en Alsace sur ces points-là, que ce soit la biodynamie. Le vin nature aujourd'hui est très développé aussi. Il y a beaucoup de domaines qui le font et c'est évident que c'est d'une nécessité. C'est une piste d'avenir. On n'est pas sur un effet de mode, mais on est vraiment sur quelque chose de nécessaire, sur quelque chose voilà, qui est profond. Mmh. Et c'est évident qu'aujourd'hui, surtout sur la dimension vin, on est vraiment sur un produit voilà, qui n'est pas de première nécessité, qui est un produit de plaisir. Et donc, on a d'autant plus le rôle, je dirais, d'être exemplaire, de montrer la voie peut-être pour le reste de l'agriculture aussi. Et voilà, c'est à nous de faire avancer les choses, les mentalités aussi, puisque le vin n'étant pas de première nécessité, il peut avoir un rôle différent, qui est celui voilà, d'apporter des valeurs, d'apporter une histoire, de porter un message, etc. Et c'est clair que le fait de réussir à faire une production agricole de manière naturelle, qui qualitativement est extrêmement intéressante, ce qui pour les vignerons permet de s'en sortir, permet de vivre, qui permet d'ouvrir des nouveaux circuits commerciaux, de toucher des consommateurs actuels en recherche de nouvelles choses, etc. Je pense que c'est un message intéressant pour toute l'agriculture, quoi. Ça montre que c'est faisable et donc pourquoi ça serait pas appliqué aussi pour les céréales, les légumes, la viande, autres. Et donc là, tu penses que le vigneron qui respecte son sol peut être un moteur pour que le reste de l'agriculture évolue en fait dans ce sens-là? Clairement, pour nous, c'est vraiment obligatoire de le faire, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que la viticulture a montré que c'est pas seulement une nécessité, mais que c'est aussi une possibilité et que ça fonctionne, ça marche, et que même au contraire, par rapport aux problématiques des paysans, ça peut être une belle réponse, quoi. C'est toujours vécu comme une difficulté en plus, une contrainte en plus, alors qu'en fait, de mon point de vue ou de la manière dont on le pratique, au contraire, c'est un plaisir en plus d'être en phase avec les consommateurs. On n'est pas là pour être contre la population, mais au contraire, pour travailler avec, l'accompagner, répondre aussi à sa demande. Je parle pas en termes commerciaux, mais en termes éthiques. Et voilà, ça fait partie de notre métier, mais ça montre que ça répond aussi aux questions des agriculteurs, puisque finalement, on arrive aussi à une valorisation qui nous permet d'en vivre décemment, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et voilà, contrairement aux idées reçues, oui, c'est sûr que c'est plus dur, c'est plus de réflexion, c'est plus de travail, mais ça amène quand même un épanouissement et une possibilité de pérenniser le métier, les entreprises aussi, etc. Donc au final, je trouve que c'est quand même un message fort pour l'ensemble de l'agriculture, quoi. Tout à l'heure, tu disais une chose, que l'Alsace était la pionnière dans tout ce qui est vin, biodynamie, biodynamie et nature. Pourtant, quand on entend le consommateur alsacien, et là je vais faire du nombrilisme, l'Alsacien pense souvent que ces vins sont un peu ringards, il n'en boit plus parce qu'il donne mal à la tête. Comment est-ce que toi, en tant que vigneron, finalement, qui est en plein dedans, tu pourrais convaincre un Alsacien qui est un petit peu, qui
pense des choses négatives sur son vignoble, à tort ou à raison, on n'est pas là pour le juger. Comment est-ce que toi, tu pourrais le convaincre pour lui dire, non, en fait, goûte ces vins, allez vers les vignerons, rencontrez-les, parce que finalement, c'est ça qui est magnifique. Déjà, j'ai pas forcément une idée aussi négative du dégustateur alsacien. Je trouve qu'il y a énormément de monde qui est très ouvert d'esprit, qui a envie de découvrir, qui a vu les changements que le vignoble a fait, etc. Et voilà, pour ceux qui en sont pas encore convaincus, c'est clair qu'il y a une nouvelle génération de vignerons alsaciens qui est très très dynamique, qui évolue beaucoup. C'est clair qu'il y a beaucoup de vins qui restent produits sur un modèle du passé, sans que ce soit forcément négatif. Mais il y a aussi un très beau mouvement qui est intéressant puisque c'est pas forcément la jeune génération telle qu'on l'imagine dans les préjugés, c'est-à-dire qui innove en faisant des cocktails à base de vin ou je sais pas quoi, des vins pour des boîtes de nuit ou des choses comme ça. Mais au contraire, c'est vraiment une génération qui est sur le retour aux valeurs fondamentales, le retour à la terre, aux traditions, aux expressions du terroir, à quelque chose de beaucoup plus proche de notre culture. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir beaucoup de collègues autour de moi qui avancent dans cette direction et ça donne des échanges très riches, une belle émulation. Et c'est clair que du point de vue du dégustateur, c'est très intéressant à découvrir. De manière globale, je me sens plutôt soutenu au contraire par les consommateurs, qu'ils soient alsaciens ou autres. Et pour toi, c'est quoi l'argument que tu donnerais de quelqu'un qui a l'habitude de boire des vins conventionnels, qui a du mal à aller vers les vins nature, parce que parfois il ne connaît pas ou il a des a priori. Qu'est-ce que tu fais pour le convaincre ? Alors déjà, le but, c'est pas forcément de convaincre à tout prix, puisque libre à chacun d'avoir ses goûts. Je trouve l'énorme intérêt de cette diversité que nous avons en Alsace. On a tout type de sol, tout type de terroir, qui donne forcément des personnalités différentes dans les vins, en rajoutant à ça la personnalité des vignerons, les différents styles de production, de mode de culture. Je prends ça plutôt comme quelque chose de positif, cette diversité, et donc la seule chose que je pourrais dire à des dégustateurs, c'est pas de les obliger à aimer le type de vin que je produis, mais c'est plutôt de dire au moins ouvrez-vous, goûtez-les sans a priori, soyez curieux. Si c'est un goût qui vous surprend, ne le rejetez pas, essayez plutôt de comprendre pourquoi, comment, est-ce que ça a d'autres intérêts, est-ce que c'est peut-être d'autres codes pour les comprendre, est-ce que c'est peut-être une question d'habitude. Donc cette démarche d'ouverture, je trouve qu'elle est nécessaire et importante, mais après, libre à chacun de préférer l'un ou l'autre style. Voilà. Comment est-ce que tu vois l'évolution du vin, alors, en général, sur 5, 10 ans, et l'évolution aussi du consommateur, parce que il est de plus en plus rigoureux, que ce soit surtout les traçabilités, que ce soit la viande, les légumes, il est de plus en plus, il revient vers le local de plus en plus, même pour le café, il va plus facilement chez un petit torréfacteur que les grandes firmes américaines. Comment est-ce que tu vois l'évolution à la fois du consommateur et l'évolution finalement du monde du vin, parce que il y a quelque chose qui est en train de se passer, on le sent tous, la bière a fait sa mue, le vin est en train de la faire, mais comment est-ce que tu vois toi l'évolution dans 5-10 ans ? Très clairement, on est allé très loin dans cette dimension de standardisation des produits, de grossir les entreprises, d'industrialiser la production, etc. Et il y a un certain retour aux sources qui s'opère, donc c'est extrêmement positif, je pense, pour la filière agricole, si tant est qu'elle sait en comprendre les enjeux et retourner vers les valeurs aussi qui permettent d'avancer dans cette direction-là. Donc très clairement, effectivement, le fait d'avoir des dégustateurs ou des consommateurs, si on parle d'autres produits agricoles, de plus en plus intéressés, de plus en plus pointus, qui sont prêts à consommer moins mais mieux, ça va tout à fait dans notre direction, parce qu'on essaye aussi de produire moins mais mieux, de produire des vins qui portent plus de valeur, de complexité, de messages, de notions de terroir, etc. Donc c'est tout à fait en phase. La région Alsace en elle-même a toutes les potentialités pour aller dans cette direction-là. C'est clair qu'on a des productions assez petites à l'échelle mondiale, mais par contre avec des vins très spécifiques, très forts en personnalité, en diversité. Donc j'y vois que du positif, mais c'est sûr qu'il faut que la filière sache comprendre les enjeux et éviter de travailler peut-être sur les recettes qui ont marché dans le passé, mais qui sont plus forcément celles du futur, quoi.
Moi, Florian, j'ai un peu le même parcours que toi. Tu le sais, j'apprécie beaucoup ta démarche. Tu es l'un des premiers à m'avoir fait découvrir ce monde du vin naturel, cette diversité aussi des vins d'Alsace, le fait qu'un Riesling doit pas goûter exactement ça, un Gewürztraminer pas exactement ça non plus. Et donc, comme toi, tu as invité Florian pour l'épisode 1, Mickaël. Moi, j'avais, avec Jus de la Vigne, aussi commencé par toi, et tu es sans doute un des vignerons à qui j'ai pris le moins de bouteilles, et c'est vraiment dommage. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant aussi dans ton approche, c'est l'approche de dégustation qui est assez différente de ce qu'on peut trouver habituellement, donc avec cette dégustation géosensorielle. Et si tu peux en dire quelques mots, je pense que ça pourrait être très intéressant pour ceux qui nous écoutent. Eh bien, je te remercie pour cette question parce que c'est effectivement un point crucial. On parlait de lien entre les producteurs et les dégustateurs, et là, ça en fait partie, puisque très clairement, en allant vers d'autres styles de vin plus originaux, avec ses personnalités, avec ses marques terroirs plutôt que des marques aromatiques, très clairement, ça veut dire qu'il faut aussi des nouvelles clés de lecture. Pour moi, la dimension aromatique des vins est intéressante, mais ne suffit pas à comprendre toutes les dimensions de la personnalité d'un vin. Et voilà, on fait des vins, je le disais, qui ont beaucoup de complexité, de messages à apporter. Ils transmettent le message d'un terroir, peut-être aussi d'un vigneron, d'une méthode. Et très clairement, pour comprendre toutes ces facettes, il nous faut des outils adaptés. Et c'est vrai qu'on travaille sur ce qu'on appelle la dégustation géosensorielle. Alors le terme est un peu compliqué, mais c'est simplement de s'intéresser aussi au toucher de bouche, aux structures des vins, à leur texture, à toutes ces dimensions. Alors c'est parfois difficile à nommer, mais on pourrait parler d'énergie, de choses que le vin nous apporte en plus qu'un simple goût. C'est vraiment important de travailler sur tous ces points-là, puisque voilà, ça permet vraiment de passer le message entre un vin et un dégustateur, quoi. Et donc c'est intéressant pour le dégustateur de recevoir la totalité du message. Et bien sûr, nous en tant que producteurs, on est très heureux de pas juste vendre une bouteille, mais aussi de transmettre des valeurs, des idées et une compréhension de nos vins. Voilà, on fait un travail qui est quand même assez précis, et ça nous fait plaisir s'il est compris le mieux possible. Et si on a envie de se former un petit peu à ça, toi tu es donc à la tête de l'Université des Grands Vins maintenant ? Tout à fait, l'Université des Grands Vins qui avait été fondée par Jean-Michel Deiss et dont j'ai repris la présidence entre-temps, qui travaille sur ces notions de compréhension des terroirs par la dégustation géosensorielle. Et le but, c'était justement, on en parlait avant, de renforcer la culture du vin de terroir en Alsace. Donc c'est-à-dire de passer par la voie culturelle pour mieux comprendre les terroirs et les vins. Donc ça vaut évidemment pour les dégustateurs, mais ça vaut aussi pour les vignerons. Et donc on est très fiers dans cette université d'avoir dans notre public une diversité entre des producteurs et des amateurs qui se retrouvent autour de cette envie de comprendre mieux les terroirs, d'approfondir la culture du vin d'Alsace, ou la culture tout court même, on pourrait dire, en élargissant un peu. Voilà un petit peu les objectifs de cette association. Super. Toujours autant de pédagogie, en tout cas, c'est ce que j'apprécie. Pour revenir peut-être un tout petit peu sur l'évolution du vignoble, il y a quelque chose que j'ai entendu ce week-end, donc quand j'étais un petit peu en vadrouille dans d'autres vignobles, où on nous disait que finalement le vignoble alsacien aura du mal un petit peu à se renouveler, puisque le prix à l'hectare est assez élevé par rapport à la valorisation finale de la bouteille, et ce qui fait qu'on ne peut qu'hériter finalement de son domaine, et on ne peut pas l'acheter. Donc ça empêche un petit peu un renouvellement de génération. Et vu que les parents sont toujours un peu derrière à regarder ce que font les enfants, c'est un petit peu compliqué d'évoluer. Qu'est-ce que tu penses de cette remarque ? Alors il y a plusieurs enjeux dans l'évolution. Déjà, heureusement, c'est difficile, mais pas forcément impossible de commencer de zéro. On a la chance d'avoir quelques nouveaux producteurs qui ont commencé à partir de zéro. Je pense par exemple à Catherine Ries, la grange de l'oncle Charles, qui sont des très beaux exemples que des nouveaux arrivants peuvent apporter des belles idées, des méthodes, etc. et aider le vignoble à avancer. Donc je pense que c'est une erreur du vignoble d'être un petit peu réfractaire aux nouveaux arrivants. Au contraire, c'est vraiment une chance pour nous d'avoir des vignerons comme ceux que j'ai cités ou d'autres qui apportent vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'après, c'est sûr que c'est des traditions familiales qui se poursuivent. Ça rajoute toujours un peu de temporalité au mouvement, quoi. On part pas d'une feuille blanche, on peut pas passer, ou c'est difficile en tout cas de passer d'une chose à l'autre. Après, ça dépend du tempérament de chacun. C'est vrai qu'il y a des jeunes vignerons qui, en reprenant, ont changé quasiment du tout au tout. D'autres qui, au contraire, suivent entièrement la lignée des parents.
Je sais pas si si chacun de ces deux extrêmes est intéressant, mais il y a des possibilités de trouver pas mal de voies et chacun son équilibre entre les deux. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé sur un modèle global du vin d'Alsace qui a besoin de se remettre en question et d'évoluer. Ça, c'est sûr. Le vignoble dans son ensemble ou dans son institution a mis du temps à s'en rendre compte. Et du coup, ça pose problème parce qu'il y a quand même aujourd'hui une notion d'urgence. Et c'est compliqué pour les raisons que tu citais. On travaille sur des choses à long terme, on travaille sur des choses multigénérationnelles. Et donc, ça veut dire qu'une partie du vignoble est un petit peu coincée parce qu'il y a la nécessité d'agir très vite, mais il n'y a pas forcément cette possibilité, que ce soit par le côté culturel, une dimension culturelle, ça ne se change pas en 3 minutes. Merci Florian. Place à la dégustation. Jetzt trinken wir. Donc on est sur un vin blanc, forcément. Il y a une finesse toujours, Florian, avec tes vins. Tu parlais un petit peu avant du fait qu'il faille s'ouvrir un petit peu quand on approche tes vins. Moi, je les trouve pourtant très fin, très clair, très lisible aussi. Enfin, on part pas du tout sur des déviances ou quoi, même si on est sur des vins à tendance naturelle. Il y a une précision, il y a une fraîcheur. Complètement. On n'est pas dans les archétypes des cépages alsaciens forcément, mais je pense que tu dois parler à tout le monde. Je pense que c'est rare qu'on te dise ah non, moi j'aime pas du tout ça, contrairement à certains vins nature qui sont peut-être un peu plus rock'n'roll comme on dit dans le jargon. C'est sûr, l'objectif c'est vrai que c'est en travaillant de manière naturelle, c'est pas forcément d'aller sur la marque de ces techniques-là, mais c'est plutôt de laisser la place à l'expression du terroir. Et clairement, c'est moins de travail en cave, c'est sûr, mais par contre, c'est beaucoup plus de travail à la vigne, quoi. L'objectif, c'est de bien ressortir le fond, les structures de ces vins. Donc, ça demande un travail très précis sur l'entretien des sols, la santé des sols, l'équilibre de la vigne. On fait énormément de travail manuel, on bichonne chaque pied de vigne. Ça donne du coup des matières premières qui sont aptes à produire des vins de garde, de structure, de précision, sans avoir besoin forcément de rajouter des produits en cave, quoi. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, quoi. Moi, je trouve que c'est d'une fraîcheur, d'une limpidité. Enfin, je trouve, après j'ai déjà goûté, mais c'est vraiment, en fait, c'est toi. J'ai l'impression qu'on trouve ta personnalité dans la bouteille, mais vraiment, après c'est le but aussi. Pas forcément. Le but, c'est aussi de m'effacer, de laisser la place au terroir. Et là, on est donc sur un grand cru Frankenstein. C'est des terroirs de granit. Et très clairement, c'est des terroirs qui donnent des vins d'élégance, de pureté. C'est des structures qui sont très cristallines, les acidités qui sont très linéaires, vibrantes, très pures, très droites, très verticales. C'est pas des vins qui emplissent la bouche dans la largeur. C'est des vins très centraux, très très allongés. On a beaucoup de complexité aromatique, mais par contre c'est très peu puissant. C'est très peu puissant, mais c'est vraiment dans la finesse et dans la longueur. Et c'est la marque de ces sols de granit, ce côté cristallin. On a une salinité, des sels minéraux qui donnent des textures très cristallines. On a un grain assez angulaire, qui est très salivant. C'est vraiment des vins qui font beaucoup saliver et qui s'accordent très bien en gastronomie. C'est gourmand, c'est un bon vin gastronomique en fait. En termes d'accord, tu le mettrais avec quoi ? Alors, sur ces terroirs granitiques, on a à la fois la complexité, la personnalité, la profondeur, mais on a aussi la finesse et l'élégance. Donc, il faut qu'on travaille sur des produits qui ont du goût, mais qui soient pas trop riches ou trop puissants. Donc, très souvent, sur les terroirs granitiques, c'est des plats très peu travaillés. C'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup d'éléments différents, des sauces, des épices, etc. Mais ça va être vraiment des produits bruts et purs et qui ont du goût au départ. Donc, par exemple, des poissons en cru, ça fonctionne très très bien, des dorades, qui va très très bien faire ressortir le côté cristallin de la minéralité de ces terroirs de granit, ou des poissons avec juste un petit peu de citron, ou ce type de plat, plutôt des poissons d'eau douce, des poissons très fins aussi, pour révéler vraiment la pureté et la finesse du vin. D'accord. Alors ?
Tout en finesse. Grosse, Adrien, belle finale. Adrien, comme toujours, a les yeux qui pétillent. À force d'avoir les yeux qui pétillent, on va me dire oui, mais il aime tous les vins, mais non, mais là il a toujours les. Tu as dit que sur des prochains podcasts, tu ramènerais des vins peut-être qu'on aimerait un petit peu moins, donc ça peut être intéressant de voir si mes yeux changent. Non, mais ce côté cristallin vraiment sur le bout de la langue, moi je trouve hyper intéressant. Grosse finale aussi. Après, on est sur un grand cru. On est vraiment sur. Alors en Alsace, il y a 51 grands crus, c'est bien ça? Tout à fait. Et donc le Frankenstein en fait partie d'un des 51. Exactement. Et donc chaque terroir grand cru a son originalité en termes de type de sol, de microclimat, etc. Et donc le grand cru Frankenstein, c'est ce terroir granitique qui donne sa caractéristique, couplé à une exposition sud-est, à un microclimat sec aussi, et qui rend les vins très précoces, peu de botrytis. Donc on reste vraiment sur cette pureté, sur cette élégance. On n'est pas du tout sur des vins de richesse ou de puissance. À noter aussi que c'est des grands vins de garde. C'est quelque chose aussi qu'on ne sait pas assez, mais quand on travaille de cette manière-là, sur un grand terroir, avec des petits rendements, des sols vivants, on a des vins qui ont des structures qui sont vraiment intéressantes et magnifiques, et qui vont se garder des années, quoi. On goûte des Frankenstein qui ont un siècle, et l'acidité est toujours cristalline, est toujours droite, est toujours très fraîche, comme dans la première jeunesse, quoi. On perd bien sûr les notes plus florale, l'aromatique, la partie fleur blanche, etc. Évidemment, au bout d'une dizaine d'années, ça diminue. Mais par contre, on garde cette structure cristalline, saline, élégante, voilà, sur un siècle facilement, quoi. Pour parler un petit peu de la garde et tout ça, il y a un mouvement de consommateurs où finalement on ne sait plus garder les vins et on a envie de les boire dans les premières années. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement? Qu'est-ce que tu peux y faire? Est-ce que tu peux y faire quelque chose? En fait, c'est ce que je disais, c'est que les gens, tout à l'heure on parlait un peu en off, que les gens autrefois, enfin avant quand ils faisaient des soirées, ils achetaient un carton, 2 cartons. Maintenant les gens vivent dans des appartements, ils ont quasiment plus de cave, ou une petite cave, du coup ils achètent bouteille par bouteille. Alors c'est très bien, tant qu'ils achètent des bouteilles et qu'ils goûtent, c'est très bien, mais c'est vrai que le mode d'achat et de consommation a un petit peu changé. Ça rejoint un peu ce que tu Clairement, disais. je pense que c'est un des enjeux de notre métier de vigneron, c'est que la temporalité du monde d'aujourd'hui n'est plus forcément en lien avec une activité agricole, donc que ce soit pour le temps de dégustation ou pour tout. L'entrée en production d'une parcelle, c'est toujours quand on plante une parcelle, des projets à long terme qui sont difficilement solubles dans le monde d'aujourd'hui, ça c'est clair. Après, voilà, c'est à nous de nous adapter aussi, donc très clairement, je pense que ça fait partie des responsabilités du vigneron d'essayer de garder les bouteilles et de les vendre. Voilà, c'est difficile de les garder bien sûr 15 ans, mais de les garder un minimum, quoi. Et c'est clair que c'était une des choses qui nous faisait défaut chez nous avec Mathilde. Et très clairement, ça a été notre objectif de se dire, voilà, sur les terroirs qui en ont besoin, sur les grands crus, sur certains terroirs, d'essayer de faire la démarche de garder plus longtemps. Donc aujourd'hui, on vend la plupart des grands crus 2016 et certains 2017. C'est encore trop jeune, c'est clair, mais on a déjà quand même une certaine patine qui se fait. Et après, dans la dégustation, voilà, bon, c'est clair que de bien informer déjà les dégustateurs, c'est aussi la pédagogie. C'est pas forcément seulement que les gens veulent plus faire d'efforts de garder, mais c'est aussi des fois que les gens se rendent pas compte à quel point ça peut changer un vin, quel intérêt ça peut donner le vieillissement. Donc d'expliquer ça, éventuellement preuve à l'appui par une dégustation, c'est clair que ça peut ouvrir les yeux aussi et faire avancer ces questions-là. Et donc voilà, il y a des jeunes consommateurs qui commencent à s'ouvrir à ça aussi, et c'est très intéressant. Et après, au niveau de la dégustation, il y a aussi des possibilités. Quand on ouvre un vin qui est encore un petit peu jeune, on a la possibilité de le carafer, d'ouvrir la bouteille un petit peu à l'avance. C'est intéressant aussi, voilà, pour des vins qui sont encore un peu fermés, des vins qui ont encore un peu de CO2 ou autre. Voilà, là, ça peut être des outils intéressants aussi, quoi. Et je crois, en lisant l'étiquette, que cette cuvée, elle a quelque chose de particulier pour toi. Oui, alors là, c'est la première cuvée de Grand Cru Frankenstein que nous produisons en assemblage. Et c'est une démarche que nous faisons de plus en plus. On travaille sur 6 terroirs différents et on produit sur chacun de ces 6 terroirs au moins un vin d'assemblage, et sur certains de ces terroirs aussi des monocépages. On trouve que c'est une manière très intéressante d'exprimer un terroir. C'est pas forcément la seule, c'est possible en monocépage aussi, mais dans notre expérience sur les terroirs qu'on travaille à la fois en monocépage et en pluricépage, en assemblage,
on constate qu'on a plus de profondeur saline, plus de complexité, et on a l'impression d'avoir une expression du terroir plus complète, plus fidèle. Voilà, on n'a pas un seul angle de vue, mais on a plusieurs angles de vue sur le terroir, et donc on le comprend mieux. Donc aujourd'hui, on travaille de plus en plus dans cette direction-là, qui nous plaît beaucoup, en termes gustatifs et en termes aussi de compréhension des vins, quoi. C'est clair que, vu les méthodes avec lesquelles on travaille, la notion de terroir et le fait de nommer le terroir est une clé de lecture plus intéressante pour comprendre la personnalité des vins, quoi. Tes vendanges sont manuelles ou Toutes mécaniques? nos vendanges sont manuelles, oui. Presque tous nos travaux sont manuels à la vigne, de manière générale, oui. D'accord. Et cuvée Lily, pourquoi Lily? Alors, c'est ma fille qui s'appelle Lily et qui est née en 2017, donc comme cette cuvée, et c'était le premier millésime de Frankenstein en assemblage. Et donc, on lui a dédié cette cuvée en espérant que c'est un vin d'avenir. Alors, je ne sais pas si c'est un vin d'avenir. Enfin, si, je crois que c'est un vin d'avenir. C'est un En vin du tout cas, présent déjà, mais encore plus d'avenir. sans doute. au présent. Il nous lèche les babines. En tout cas, ce premier vin était bien réussi. Ah, parfait. On en Parfait. redemande. On passe au deuxième. Très bien. Jetzt trinken wir. Alors, pour illustrer notre plaisir à exprimer la diversité de terroirs qui se trouve en Alsace, le deuxième vin que je vous présente, c'est un terroir totalement différent. C'est le lieu-dit Bungertal. C'est un terroir qui est situé à Notalten, donc c'est juste à 7 km d'ici, c'est juste à côté. Mais on est sur des sols totalement différents. C'est des sols gréso-volcaniques. Donc il y a un socle gréseux, du sable gréseux, et là-dedans, il y a des cendres volcaniques qui se sont agglomérées sous forme de pierres. C'est des pierres gris verdâtres, et ça va apporter une personnalité au vin totalement différente. Donc c'est un coteau exposé plein sud, c'est des sols très peu profonds, sablonneux, caillouteux, assez solaires, en altitude un peu plus élevée, donc vous voyez que le microclimat est différent par rapport au Grand Cru Frankenstein, le sol aussi. Oui. Donc forcément, j'espère qu'on va retrouver les différences dans le vin, sinon c'est qu'on a mal fait notre Déjà, boulot. ne serait-ce que la couleur, on peut peut-être parler un peu de la couleur, parce que c'est vrai que nous on le voit, mais nos auditeurs, eux, ne le voient pas. Oui. C'est proche de l'oranger. Tout à fait, ouais, c'est un vin qui est assez teinté, assez prononcé en termes de couleur, oui. Alors, simplement, le Grand Cru, tout à l'heure, c'était vraiment en blanc, blanc limpide, quoi. Hein, c'était vraiment ça. Il y avait quand même une légère teinte aussi, puisqu'il y a du rouge dans l'assemblage également. Donc il y avait une légère teinte. Mais là, Et celui-ci, c'est vrai que on va plus vers l'orangé, quoi. Donc là, imaginez-vous, on est en train de boire un vin qui est un peu orange. On pourrait presque dire une mini-macération, on dirait, de la couleur. Ça m'a fait penser à ça aussi. Ouais. Alors il y a une macération, mais qui est très très courte, qui est seulement de 24 heures, donc qui pour moi est plutôt l'idée de prolonger le pressurage et d'extraire vraiment toute la complexité du terroir, et qui va pas forcément ressortir de tanin, en tout cas pas du tout ressortir de tanin, et qui va participer à la couleur effectivement, mais sans aller sur... voilà, c'est pas forcément que ça qui va donner la couleur, quoi. C'est le pressurage donc, qui dure 24 heures, c'est ça ou... Non, Ou c'est tu laisses macéré quand même, pendant 24 heures, et après après on fait seulement- encore un pressurage de 5 ou 6 heures. Ok, Donc ça fait oui, pratiquement 30 heures au total, quoi. d'accord. Donc, un profil de vin totalement différent, très marqué par la dimension volcanique, hein, qui prend beaucoup de place dans la personnalité. C'est des terroirs qui donnent beaucoup de caractère. Ça donne des vins d'expression. C'est des vins très expressifs, très riches au niveau aromatique. Sur les granites qu'on goûtait tout à l'heure, on a beaucoup de maturité et de complexité, mais c'était plutôt dans la discrétion. Il fallait aller le chercher. Alors que là, sur le terroir volcanique, voilà, c'est très exubérant, c'est expressif, c'est complexe. Il y a une diversité d'arômes qui est impressionnante. On peut le redéguster plusieurs fois. On découvrira à chaque fois des nouvelles facettes, des nouveaux arômes. Et là aussi, dans ces notions de toucher de bouche et de structure, on est sur un monde totalement différent. On n'a plus du tout ce côté linéaire et cristallin des granites, mais on est plutôt dans la largeur, la richesse. On salive sur toute la bouche. On sent la salinité sur le tour de la langue, voire même sur le haut des palais. On a de la chaleur en rétro-olfaction. On a une texture totalement différente. On n'a plus du tout le côté cristallin, mais on est plus sur un côté tannique, hein. On a une certaine austérité en fin de bouche, hein, avec ces notions de tanin. Ce côté, voilà,
voilà, très, très exubérant aussi, on le retrouve en bouche. Et voilà, donc c'est une personnalité très très différente. Ça éclate de partout en bouche, effectivement. C'est très très opulent, de beaux amers aussi à la fin. Enfin, moi, il y a c'est un feu d'artifice entre le nez, l'œil aussi finalement, et la bouche. C'est 14 juillet là. Hein. C'est magnifique, c'est expressif, mais encore une fois, c'est simple. Là, j'étais en train de m'imaginer avec des potes, on boit ça. Pour faire découvrir, beaucoup plus. Enfin voilà, c'est beaucoup moins gastronomique aussi, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penserais. On peut aussi l'accorder en gastronomie, mais avec des choses évidemment totalement différentes que les vins du Frankenstein. Là, on va aller au contraire sur des choses avec beaucoup de composantes, beaucoup de complexité, plus de richesse, et on peut aller sur les épices aussi. On a fait par exemple sur un magret de canard avec une sauce au girolles, très marquée sur la girole, et ça fonctionnait très très bien pour aller avec la richesse du vin, avec la texture assez ferme aussi qui allait bien. La girole, là, je trouve que c'est un vin qui est très automnal aussi de manière générale. On l'a testé sur du homard par exemple aussi, donc avec le côté mer du homard qui fait un beau lien avec la minéralité, mais aussi la puissance et la complexité qui va faire face au vin. Il va vraiment épurer le vin et lui faire apparaître toute sa complexité, toute sa personnalité. C'est très très intéressant aussi, avec des fromages forts. C'est une évidence. Et poisse, Munster, ça doit être magique. Tout à fait. Ce que je trouve génial aussi, c'est que c'est un petit peu un cas d'école sur le fait que le terroir passe avant le cépage sur cette cuvée-là. Je sais que 2016, je m'étais fait complètement avoir sur le cépage que c'était. Là, ça me paraît peut-être un peu plus lisible. Est-ce que c'est parce que je le sais ou est-ce que c'est parce que c'est le millésime qui... Alors, c'est peut-être parce qu'il y a moins de Gewürz que tu le sens plus. Parce que 2016, c'était 100% Gewürz. Okay. Et là, on a assemblage Gewürztraminer. Mais c'est vrai qu'on parle plus d'émotion que de cépage. Là, finalement, on a évoqué au bout de, je sais pas, une demi-heure, Gewürz, Riesling. On parle vraiment plus d'émotion maintenant. Alors c'est important de savoir le cépage. Je pense que les gens aiment bien aussi mettre les étiquettes. Bien sûr, c'est une donnée technique, comme le mode de production, le millésime. Nous, on va plus parler d'émotion. Après, c'est important. On n'a pas parlé d'arômes, etc. On pourrait en parler, mais c'est plutôt nous. On a envie on goûte un vin. Alors, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est les émotions finalement. On ne les discute pas, et c'est vraiment ça c'est pour ça aussi qu'on a créé le podcast. C'est vraiment pour parler des émotions. On passe par l'émotion, et en plus, comme il n'y a pas l'image, c'est plus facile pour nos éditeurs de se dire, tiens, j'ai envie. J'ai pas envie, je me l'imagine. Alors il y aurait des photos, mais une photo ne représente pas. Donc je pense que ça va certainement alimenter la curiosité, comme les fêtes de fin d'année avancent, ou approchent plutôt, que les homards vont faire leur place sur les étals et les plateaux de fromage, vous saurez ce que vous pourrez prendre pour vos fêtes de fin d'année. Foie gras, je pense que ça peut être intéressant. Sinon, aurais-tu essayé? Tout à fait. Alors, on a déjà essayé. Il faut qu'il y ait pas mal de poivre sur le foie gras pour pas qu'il se fasse déborder par le vin. Je trouve que c'est intéressant d'aller plutôt sur un vin de complexité aromatique que sur un vin de richesse en termes de sucre sur un foie gras. Bien sûr. Que sinon, lourd sur lourd. On est content. Le vin est bon, mais on écrase souvent le foie gras, et lourd sur lourd, comme tu le dis, c'est pas forcément toujours la solution. D'avoir un vin comme ça de richesse aromatique, mais sans forcément de douceur, ça peut être très intéressant. Mais là aussi, avec les notions de tanin, de puissance du vin, le risque serait d'écraser le foie. Donc en mettant suffisamment de poivre, éventuellement foie gras au cognac ou des choses comme ça, là ça prend son sens. Ouais. C'est sur ces belles paroles que se termine cet épisode numéro 1, puisque nous retrouverons Florian dans l'épisode numéro 2. Alors, on vous expliquera le déroulé de l'épisode numéro 2. Merci Florian pour ce premier épisode. Avec plaisir, merci à vous. Et rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode numéro 2. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.